De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous allons parler de la problématique de l'emploi chez les jeunes. Et pour en parler, nous recevons pour vous M. Mabiala Maoumba, qui est spécialiste en éducation et communication pour le changement social et de comportement. Il est aussi ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie. Et actuellement, il est gérant d'un cabinet conseil CSD Consulting, donc spécialisé dans le domaine de la communication, santé et développement. Je m'en vais saluer notre invité de ce soir. Monsieur Mabiala Maoumba, nous vous saluons. Merci beaucoup, bonsoir. Monsieur Mabiala, il y a une grande problématique actuellement concernant l'emploi de jeunes. Actuellement, si vous êtes sur le boulevard, dans nos ruelles, vous remarquerez des jeunes qui se débrouillent en faisant le moto-taxi communément appelé Wewa. Et vous remarquerez le long des routes de nos artères, des jeunes aussi en train de se débrouiller dans des cabines téléphoniques. C'est la raison pour laquelle nous allons comprendre cette problématique d'emploi des jeunes. Ils se retrouvent sur le marché du travail, au chômage, et évidemment, ils ne peuvent pas continuer à vivre sans travailler. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de jeunes trouver des occupations comme conducteur de moto, Wewa, ou se mettre à vendre des cartes de téléphone ou des crédits, comme on dit ici, et ainsi de suite. Mais ce sont des emplois précaires. Ce sont ce qu'on appelle des emplois précaires parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait avec ce genre d'emploi. Ouais. Et en ce qui concerne les Wewa, moi je considère d'ailleurs, quand on regarde un peu partout dans nos villes congolaises, particulièrement ici à Kinshasa, on voit partout, à tous les carrefours, que c'est un secteur qui absorbe un nombre impressionnant de jeunes. Je dirais même que ces secteurs-là, disons la catégorie de conducteurs de Wewa, ces secteurs nous sert en quelque sorte, entre guillemets, de soupape de sûreté. C'est comme une marmite qui est en train de bouillonner. À un moment, ça va exploser. Mais pour le moment, il est trop plein de jeunes chômeurs est absorbé par les Wewa, par les conducteurs de Wewa. Mais il arrivera un moment où ça va être trop plein, les jeunes ne vont plus se retrouver, comme on dit, et on risque, la marmite risque de sauter, on risque de se retrouver dans une situation explosive où les jeunes se disent, mais nous, on n'a rien à faire, et on a étudié, on n'a pas de travail, ou nous n'avons pas terminé l'école, nous n'avons pas de qualification, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là que ça devient dangereux, c'est là que je pense que nous devons tirer la sonnette d'alarme pour anticiper, pour penser à réformer le système éducatif, d'une part pour que tous les jeunes qui commencent l'école puissent aller jusqu'à la fin de leurs études en ayant les qualifications nécessaires, mais surtout en ayant les compétences professionnelles qui leur permettraient de trouver un emploi et en faisant en sorte que ceux qui terminent l'école secondaire puissent être orientés au niveau universitaire et de l'enseignement supérieur, puissent être orientés vers les filières où il y a de fortes demandes en termes de marché du travail. Monsieur Maoumba Mabiala, nous avons commencé cette émission. Ce que j'ai aimé parce que vous avez déjà jeté les bases. Parmi vos analyses, vous avez fait une classification des jeunes. Déjà, nous comprenons que l'employabilité commence déjà à l'école secondaire. Parce qu'à l'école secondaire, quand vous terminez, vous avez à peu près entre 16 à 19 ans. Ouais. Et que vous devez apprendre à faire quelque chose. Ouais. Donc déjà, la compétence, on doit l'acquérir déjà à ce niveau-là. Ouais. Ouais. À ce niveau-là. Et puis vous expliquez encore plus loin, il y a ceux qui ont fait des filières à l'école secondaire, PEDA, ainsi de suite, philosophie,
vous ne savez pas, si vous n'achevez pas plus loin, si vous serez utile à faire quoi, parce que vous n'êtes pas encore compétent. Ceux qui font la mathématique physique, diplômés en 6e, ils en font quoi? Et puis, pour avancer, ceux qui n'ont même pas eu la chance d'entrer dans le système scolaire, où vous parlez de déperdition scolaire. Donc, vous n'avez pas appris. Mais il y a des besoins. Comme on le dit, les besoins sont multiples, mais les ressources sont rares. Pour avoir ces ressources-là, il faut avoir un travail qui vous permette d'avoir un revenu. C'est la raison pour laquelle vous développez pour dire que ce métier de moto-taxi est une soupape qui permet d'éponger un peu le trop-plein des chômeurs, des jeunes chômeurs. C'est comme à l'époque, on constatait, quelqu'un qui pouvait terminer, il n'a pas d'emploi, il n'a pas fini, il va à l'intérieur du pays, Bandundu, Bakongo, ainsi de suite, chercher qu'est-ce qu'il peut faire, amener le procès de manioc, amener le bidon. Mais aujourd'hui, nous remarquons, soit vous allez vers les motos-taxis, soit vous allez dans les cabines. Mais, professeur, à vous entendre Maoumba, à vous entendre dire mal et profond, c'est déjà un système qui ne permet pas aux jeunes de s'épanouir. Soit il doit aller jusqu'au bout du processus, et surtout quand l'école est entre les mains des poches de parents. Alors, ce sont des défis importants de notre système éducatif. Et j'aimerais rappeler que notre système a été conçu dans les années 60 pour répondre à des besoins de l'époque. Maintenant, nous sommes en 2021 avec des besoins différents. Nous devons analyser les chemins parcourus et anticiper par rapport à la croissance démographique. Parce que malheureusement, le nombre de jeunes ne cesse d'augmenter. Le nombre de jeunes qui se retrouvent à l'école, il y en a qui continuent jusqu'à l'université et d'autres qui se retrouvent au chômage. Ce nombre-là ne cesse d'augmenter. Et malheureusement, encore une fois, la création d'emplois ne suit pas nécessairement la croissance démographique. C'est-à-dire, on ne crée pas des millions d'emplois chaque année, alors que chaque année, il y a des millions de jeunes qui apprennent l'école ou qui terminent l'école. Donc, qu'est-ce que nous devons faire du point de vue du système éducatif? Il est urgent que nous puissions revoir la finalité de notre école secondaire. Nous devons évidemment garder l'option de former des jeunes au niveau secondaire pour qu'ils aillent à l'université ou poursuivre leurs études au niveau de l'enseignement supérieur. Cette option, nous devons la garder, mais parallèlement, nous devons prendre l'option, privilégier l'option de mettre l'accent sur la formation professionnelle et technique. C'est très important, de telle manière que les jeunes qui terminent les niveaux secondaires, qu'ils aient ou non la chance d'aller à l'université, puissent terminer avec des compétences professionnelles qui leur permettent de faire quelque chose et gagner leur vie. Monsieur Mabiala, qui est ce parent qui va laisser faire son enfant aller faire le menuiserie, par exemple, charpentier, tandis que dans des écoles confessionnelles, nous retrouvons ça, par exemple, chez les catholiques, chez les protestants, mais vous voyez que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, n'est pas diriger leurs enfants dans ces filières-là. Alors, mais tout cela fait partie du, si vous voulez, du processus d'éducation et d'orientation. C'est que le parent souhaite, tous les parents souhaitent toujours le meilleur pour leurs enfants. Un enfant médecin, juriste, tous les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Ça, c'est universel, y compris les parents congolais. Donc, quand les parents savent que leurs enfants seront bien formés et que pourraient, grâce à cette formation, bien gagner leur vie, ils incitent leurs enfants à s'inscrire dans ces écoles-là. Parce que là aussi, malheureusement, essayez de regarder les écoles professionnelles que nous avons. Il y en a qui fonctionnent très 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 bien.
certaines écoles professionnelles, mais il y en a qui ne sont pas bien équipées. Il y en a qui ne sont pas bien équipés. Et donc, ce qui fait que un jeune qui termine l'école secondaire, qui n'a pas les compétences professionnelles voulues, c'est difficile pour ces jeunes de trouver du travail. Et c'est là l'aspect le plus important. C'est faire en sorte que les jeunes terminent avec des compétences professionnelles. Et pas seulement pour les métiers comme menuiserie, comme charpenterie. Non, c'est pas seulement pour ces métiers-là. Parce que quand je parle d'école professionnelle, par exemple, ce qu'on appelle la section pédagogique. Cette filière était conçue pour que les élèves qui terminent, qui ont leur diplôme d'État en pédagogie, puissent aller enseigner à l'école primaire. C'est une compétence, enseigner, c'est une compétence. Malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque au fil des années? C'est que nous n'avons pas été en mesure d'assurer la qualité de cette formation. À l'heure actuelle, des élèves qui terminent l'école secondaire section pédagogique ne sont pas en mesure de se tenir devant une salle de classe à l'école primaire et d'enseigner. Pourquoi? Parce que... Mais le système reste toujours. Oui, le système reste toujours et le système, je pense, va être réformé, va être amélioré. On se rend compte que ce mécanisme-là n'a pas atteint les objectifs souhaités. Et il y a une réforme en cours au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une réforme en cours qui permettra désormais d'avoir son diplôme d'État et d'entrer, si vous voulez, dans une école spécialisée avant de devenir instituteur, si vous voulez. Donc ça, nous parlons des compétences professionnelles, être capable d'enseigner. C'est ça, là, les compétences professionnelles. Maintenant, un élève qui termine l'école secondaire, section pédagogique, s'il n'a pas la chance d'aller à l'université, dans un institut supérieur, il peut aller enseigner s'il en est capable, s'il a les compétences professionnelles. Mais s'il n'en a pas, et c'est ce que nous constatons, à l'heure actuelle, c'est que malheureusement ces élèves n'ont pas ces capacités. Monsieur Mabela Maoumba, mais la formation, elle est plus théorique, elle n'est pas pratique. Maintenant, comment ce jeune qui veut travailler peut travailler, par exemple enseigner, si elle n'est pas pratique? Quand vous voyez le nombre d'heures, c'est plus dans des salles que sur le terrain, à former, à enseigner. Mais justement, c'est cela la difficulté. C'est ça qui fait que ces jeunes qui reçoivent une formation limitée à la théorie, qui n'ont pas de pratiques, qui ne font pas de pratiques professionnelles, c'est tout cela qui fait que, en fin de compte, ils ne sont pas capables d'enseigner efficacement. Donc, toute la formation qu'ils ont reçue, je ne dirais pas que cela n'a servi à rien, mais n'a pas répondu. Exactement, n'a pas répondu aux attentes. Voilà. Bon, malheureusement, et c'est ce genre de jeunes qu'on retrouve, par exemple, dans certaines écoles. Et évidemment, ça c'est notre problème. Et comme conséquence, c'est la qualité des apprentissages qui en pâtit. Il y a un dicton qui dit « La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays ». Ouais. Maintenant, cette jeunesse, lorsqu'elle est limitée à cause de l'incompétence, de l'impréparation, comment devenir l'avenir d'un pays? C'est la raison pour laquelle, dans des émissions comme celle-ci, nous réfléchissons sur les propositions de solutions afin de nous en sortir. Chaque année, il y a des diplômés d'État. Ouais. Chaque année, il y a des diplômés universitaires. Mais les mêmes problèmes, les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Maintenant, quelle est la démarche que ces jeunes doivent faire? Par exemple, il y a ceux qui vont se faire former à l'école, à l'université, mais ils partent dans des centres de formation. Ils terminent en comptabilité, mais ils vont dans un centre de formation pour la remise à niveau. Est-ce que cette démarche-là, personnelle, peut aussi marcher? J'ai appris pendant 3 ans, 5 ans, je me dis non,
je ne me sens pas assez apte, mais je vais dans un centre de formation professionnelle pour m'aguerrir dans la pratique. Est-ce que c'est possible aussi cette approche de manière individuelle? Oui, de manière individuelle, c'est certain. Il faut encourager ce genre d'initiative parce que quand quelqu'un ressent ou sent qu'il a des lacunes à combler et qu'il prend des dispositions pour aller combler ces lacunes, peu importe où, c'est très intéressant. C'est important parce que justement, cette personne se donne le moyen d'accomplir les tâches qu'on pourrait éventuellement lui confier. Et c'est ça qui fait que la personne concernée pourrait plus facilement trouver du travail qu'une autre personne. Donc sur le plan individuel, c'est important de le faire. Maintenant, il faut analyser les systèmes dans son ensemble. Des étudiants qui terminent ou des élèves qui terminent l'école sans avoir les compétences voulues. C'est un échec du point de vue de l'école. C'est un échec du point de vue du système éducatif. Et c'est ça à quoi nous assistons à l'heure actuelle. Beaucoup de jeunes qui terminent l'université, que ce soit ou à l'institut supérieur, sont incapables d'accomplir les tâches pour lesquelles ils ont été formés. C'est une lacune. Et c'est ça que nous devons chercher à combler. Qu'est-ce qui provoque ça? Il y a beaucoup de raisons à cela. La première raison, c'est évidemment la qualification des enseignants. Il faut interroger les enseignants. La deuxième raison, c'est tout l'environnement dans lequel étudient ces élèves ou ces étudiants. Par exemple, est-ce qu'ils ont du matériel? Par exemple, on ne peut pas former des ingénieurs en électricité ou en mécanique sans leur donner la possibilité de faire la pratique professionnelle. Donc, il faut des machines. Si l'école ou l'université n'a pas les machines pour former cela, donc c'est une formation au rabais. Donc c'est cette situation qui est dramatique pour un pays comme le nôtre. C'est comme quand vous formez des ingénieurs pour des routes, mais il faut qu'ils aient faire la pratique sur le terrain. Il faut qu'on les voit à l'œuvre avec des machines, les équipements nécessaires. Si ces équipements manquent, mais c'est une lacune grave. Oui, donc c'est tout cela qu'il faut prendre en compte et qui fait que malheureusement, ces jeunes qui terminent avec un bagage purement théorique n'ont pas beaucoup de chances de trouver un travail décent. Parce que même quand ce travail existe, mais les employeurs vont privilégier celui qui a les savoir-faire plutôt que les savoirs. Monsieur Mabila Maoumba, Ouais. lorsque il y a proposition à candidature pour postuler dans un emploi au sein d'une entreprise, vous remarquez directement que ces jeunes est confrontés à une difficulté, nombre d'années d'expérience, 2 ans, 3 ans. Est-ce que dans l'adaptation, en sachant que toutes les entreprises sollicitent 3 ans d'expérience professionnelle, pourquoi pas par exemple choisir la voie des formations professionnelles, par exemple vous allez travailler comme stagiaire professionnel au sein d'une entreprise. Parce que, pour répondre, prenons le cas de ceux qui ont déjà terminé. On peut donner conseil à ceux qui n'ont pas encore pris ce processus-là, mais ceux qui ont achevé ce processus, ceux qui ont été formés, mais qui se trouvent dans cette situation-là. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas, je remarque qu'à chaque fois quand je sollicite l'emploi, on me demande 3 ans d'expérience professionnelle. Est-ce que je ne peux pas acquérir ces 3 ans d'expérience professionnelle? Vous, en tant qu'expert en éducation, est-ce que c'est possible d'acquérir cette expérience professionnelle ou c'est impossible? Alors, je comprends les employeurs parce que un peu partout au monde, un employeur cherche à recruter des personnes qui sont capables de faire le travail pour lequel ils sont recrutés. Il ne va pas dépenser de l'argent pour former quelqu'un. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays, l'État intervient pour aider les jeunes
mais sous diverses manières. Par exemple, dans certains pays, l'État va subventionner les stages d'entreprise. Les jeunes qui terminent, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, donc ont très peu de chances de trouver du travail, l'État peut subventionner les entreprises pour que pendant une certaine période, les entreprises le recrutent, donnent à ces jeunes la possibilité d'apprendre, et pendant ce temps-là, les jeunes sont quand même payés, mais en réalité, c'est l'État qui subventionne, qui paye, parce que l'État donne des subventions à l'entreprise. Ça existe. Mais il y a d'autres formules qui existent aussi. Et les stages professionnels, dans beaucoup de pays, les stages professionnels sont organisés de manière sérieuse. Parce que ça aussi c'est important. Il y a des stages qui sont organisés chez nous, mais il y a parfois... pas de rigueur, on envoie acheter des beignets. Exactement. Ouais. Donc ça, ce n'est pas sérieux tout cela. Mais si c'est fait de façon sérieuse, tous les stages professionnels qui sont organisés au fil des années peuvent contribuer à l'acquisition de l'expérience professionnelle et ça peut être comptabilisé comme faisant partie de l'expérience professionnelle. Mais il y a une autre formule que beaucoup d'autres pays ont adoptée, c'est le service national. J'aime bien la formule adoptée par le Nigeria. Au Nigeria, quand vous terminez l'université, quelle que soit votre filière, vous consacrez au moins 1 an à la nation. Mais en réalité, c'est pour permettre aux jeunes d'acquérir l'expérience professionnelle dont ils ont besoin. L'État vous affecte dans des entreprises, dans les administrations, dans des différentes organisations, en fonction de votre filière, en fonction de votre diplôme. Et pendant ce temps, vous apprenez, vous travaillez normalement. La seule différence est que vous n'avez pas un salaire réglé normal, mais vous recevez une indemnité qui vous permet, une indemnité décente qui vous permet de faire face à vos besoins. Et donc, tout le monde gagne parce que l'entreprise ou l'administration qui accueille le diplômé a une ressource humaine supplémentaire. Le jeune apprend le travail, acquiert de l'expérience. Il n'a pas un salaire comme tel, mais il a une indemnité qui lui permet de vivre décemment. Donc, et au bout d'un certain temps, après avoir passé 1 an ou 1 an et demi, il peut être recruté par cette entreprise ou aller ailleurs et brandir son expérience ou se servir de son expérience pour obtenir du travail ailleurs. Voilà. Service national, ouais. Parce que nous avons aussi notre service national. Oui, mais qui a d'autres objectifs. Voilà. Oui, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Ouais. Mais lorsque vous voyez ouais. Il y a l'école nationale de l'administration ENA, oui. École nationale de l'administration oui. publique. Est-ce que quelque part aussi, cette méthode-là que l'État a fait pour l'administration publique, ouais. Elle ne pouvait pas le faire pour tout le monde, par exemple, parce que là, c'est une école d'excellence, mais on met à côté d'autres jeunes. Oui, alors, ce que fait l'ENA est très particulier, parce que c'est pour préparer les futurs fonctionnaires. Ils recrutent des jeunes de différentes disciplines, ils les forment pendant, je pense, 18 mois ou 6 mois, je ne me rappelle plus exactement, et les placent dans différents services de l'administration publique. Ça, c'est pour préparer le futur. C'est une formule extrêmement intéressante parce que justement, on les prépare et on leur donne du temps pour apprendre le métier. Alors, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Justement, c'est cela, la philosophie du service national, d'après l'exemple du Nigeria, c'est que vous terminez, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, on vous place dans des structures, que ce soit publiques ou privées, pour vous permettre d'acquérir l'expérience que vous n'avez pas. Maintenant, pourquoi ne pas le faire pour
demande, c'est chez nous, mais c'est au gouvernement d'examiner cette situation. C'est une formule que moi je trouve extrêmement difficile. Si je regarde le taux de chômage actuel des jeunes, moi je dirais même qu'il serait intéressant d'envisager un système où pendant 2 ans, les jeunes se mettent dans ces mécanismes-là. Pendant 2 ans, ils sont placés dans des structures, que ce soit publiques ou privées, pour réellement acquérir l'expérience dont ils ont besoin et apprendre les métiers, quels que soient les métiers, chacun dans son domaine respectif. Cela permettra d'absorber, parce que c'est une façon d'absorber le chômage. C'est une façon d'absorber le chômage, mais aussi de préparer ces jeunes à être extrêmement productifs par rapport à leurs compétences professionnelles et évidemment par rapport à chacune des filières concernées. Vous êtes en train de parler que ça peut exploser hein, avec cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que à l'UNIKIN, vous avez des étudiants, l'UPC, William Booth, partout, vous avez des étudiants sur les finalistes sur le marché de l'emploi qui viennent s'accumuler avec ceux qui ne travaillent pas. Maintenant, par où commencer? Vous êtes expert en éducation. Par où commencer? Est-ce que les instituts supérieurs, les universités, les écoles doivent d'abord stopper à former pour dire, bon, résolvons d'abord le problème de ceux qui sont là? Par où commencer? Parce que c'est comme une situation sans fin, sans bout. Alors, à un certain moment, nous devons nous poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est entre autres, quels sont les secteurs dans lesquels nous devons former les gens et quels sont les secteurs pour lesquels les besoins sont moins pressants. Par exemple, est-ce que dans tous nos centres de santé à travers la République, nous avons les infirmiers et les médecins qu'il faut? Ça, c'est un point de départ. Si la réponse est oui, alors à ce moment-là, dire, attendez, nous avons suffisamment de médecins dans tous nos centres de santé, nous avons suffisamment d'infirmiers dans tous nos centres de santé, il faut non pas stopper, il faut réduire voilà, dans certains pays. L'offre de formation dans ces secteurs. Non, ce n'est pas réduit, il faut contingenter. Dans certains pays, on appelle ça, il faut contingenter. C'est-à-dire, au lieu d'admettre, par exemple, 1000 étudiants en premier gradient à la faculté de médecine, non, à partir de maintenant, on va en admettre seulement 200. Donc on diminue. Oui, voilà, on diminue, mais selon une planification bien établie qui tient compte des besoins du marché du travail. Il y a des secteurs, par exemple dans les secteurs miniers ou dans l'agriculture, par exemple. Est-ce que on a suffisamment d'ajusteurs dans les secteurs miniers pour travailler dans les mines? Tout ça, c'est des besoins qu'il faut identifier. Donc c'est là, c'est cette analyse qui doit se faire de façon continuelle, de telle manière que le ministère en charge du travail, en lien avec la Fédération des entreprises congolaises, fait remonter les besoins urgents qui se manifestent au niveau du marché du travail et les fait remonter auprès des instituts de formation. Et à travers ces dialogues, les instituts de formation ajustent l'offre de formation. Par exemple, moi je remarque, par exemple, qu'il y a un engouement des jeunes pour les filières communication. Il y a un engouement des jeunes. Quand vous allez à l'UNIKIN, à l'UPEN, à l'UFASIC, vous trouvez les auditoires sont bondés. Mais la question que je vous pose, quelle est la demande en termes de spécialistes de communication sur le marché du travail? Est-ce que le marché du travail est capable d'absorber tous ces jeunes qui vont terminer en communication? Vous voyez? Si la réponse est non, à ce moment-là, il faut se dire, nous formons trop de jeunes dans le domaine d'un secteur de la communication sociale. Ce n'est peut-être pas nécessaire, il faut contingenter.
Voilà, donc c'est toute une planification qui doit se faire au niveau du pays, entre le ministère du Travail, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Industrie, en lien évidemment avec les secteurs privés. À réfléchir de cette manière. Parce que personne n'a observé cela. Ou bien on ne voit pas, on ne comprend pas. Si vous, sur le plateau de cette émission, vous en parlez, il n'y a pas d'autres personnes qui ont pu le constater? Ben, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui ont pu le constater, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, à mettre ces genres de mécanismes en place. Parce que déjà, quand vous regardez nos ministres, quelle est la durée de vie de nos ministres? 2 ans, 3 ans, on change de ministre et puis il y a malheureusement éternel recommencement. Quand un ministre s'en va, il n'y a pas nécessairement de continuité. Parce que ce genre de réflexion, c'est un processus continuel qui doit, de concertation qui doit s'établir entre les différents ministères concernés, de telle manière que tout le monde puisse se fixer des objectifs et tout le monde puisse évoluer vers la réalisation de ces objectifs. Et également, quelque chose de très important aussi, j'ai toujours dit que nous devons apprendre à ne pas politiser les questions des jeunes, de notre jeunesse. En d'autres termes, nous devrions arriver à avoir en quelque sorte un plan national de promotion de la jeunesse qui devait être mis en œuvre par tout le monde, c'est-à-dire qui devait être endossé par tous les partis politiques, quels que soient les ministres qui vont se succéder, devraient s'aligner pour mettre en œuvre ce plan national de promotion de la jeunesse. Et parce que quand on parle de réforme éducative, quand on parle de l'emploi des jeunes, il y a des leviers sur lesquels on doit travailler et ça doit être un processus continuel. Cela étant dit, il faut garder aussi à l'esprit que le problème de l'emploi des jeunes est beaucoup plus complexe que cela, parce qu'il y a d'autres aspects qui interviennent. Il n'y a pas beaucoup d'emplois déjà dans notre travail. Le gouvernement travaille sur l'amélioration du climat des affaires. Vous savez, quand on dit climat des affaires, le concept est très abstrait, mais de façon simple. Ça signifie quoi? Est-ce que nous, en tant que RDC, en tant que nation, est-ce que nous sommes une nation attrayante? Quelqu'un qui est des hommes d'affaires qui sont en Asie, qui sont aux États-Unis, qu'est-ce qui leur donnerait envie de venir investir leur argent ici pour créer une entreprise ici? Qu'est-ce qui leur donnerait envie? Est-ce que notre code des investissements est attrayant? Est-ce que nous les accueillons comme il se doit? Les questions de corruption, il y a beaucoup d'aspects qui contribuent à créer ce qu'on appelle un bon climat des affaires. Je sais que le gouvernement travaille là-dessus, sur l'amélioration du climat des affaires, pour créer les conditions qui permettraient aux investisseurs, étrangers ou congolais, de mettre leur argent et donc au pays et donc de créer des emplois. Mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup d'autres questions, les infrastructures qu'on a. Par exemple, quand vous regardez Kinshasa, il y a plein de Pakistanais, d'Indiens qui créent, qui ont des affaires ici à Kinshasa. Mais posez-nous la question, pourquoi ne vont-ils pas dans les fins fonds du Tanganyika? Pourquoi ne vont-ils pas à Nyoki, dans les Bandundu? Pourquoi ne vont-ils pas à Bumba, et ainsi de suite? Mais c'est parce que dans ces coins reculés, il n'y a pas d'infrastructure de base. Donc quand on demande à des investisseurs de venir, oui, ils vont venir, ils vont se dire, oui, mais je vais rester à Kinshasa. Alors que les besoins sont énormes et grands dans les coins les plus reculés du pays. Donc tout ça, ça fait partie des conditions qui contribuent à la création des emplois. Mais il y a d'autres facteurs aussi, les emplois des jeunes. Quand on parle des emplois des jeunes, vous avez parlé des jeunes qui doivent créer eux-mêmes aussi des emplois.
l'entrepreneuriat des jeunes, c'est à la mode maintenant. Mais il ne suffit pas de dire que les jeunes doivent créer des enfants. Il faut des emplois. Il faut qu'ils aient les compétences. Même pour créer des emplois seuls, il faut avoir des compétences. Mais il faut avoir des compétences. Je vais vous dire, vous savez, aux États-Unis, par exemple, les PDG, beaucoup de PDG des grandes entreprises sont passés par des écoles d'ingénieurs, parce qu'ils transforment. Mais en dehors de leur formation d'ingénieur, beaucoup ont fait également, en parallèle ou en complément, des études sur la gestion des affaires, business management, business administration. Ça s'apprend les business. Donc là aussi, par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes formé comme un médecin, un très bon médecin, que cela vous donne les capacités pour gérer une clinique ou pour gérer un hôpital. Ou vous êtes formé comme spécialiste en communication, que ça vous donne les capacités de gérer une station de radio, une station de télévision ou la RTNC. Si vous voulez faire un business, il faut apprendre la gestion du business. Évidemment, on revient vers la formation toujours. Mais on revient vers la formation. C'est le BABA. Il faut avoir les compétences. Par exemple, nous avons beaucoup de minéraux dans ce pays, les matières premières. Mais est-ce que nous avons des gens capables d'utiliser leurs compétences pour transformer ces minéraux? Voilà. Parce que ce n'est pas toujours l'argent qui manque. Ce n'est pas toujours l'argent qui manque. Mais l'intelligence, les compétences, les capacités pour transformer ça, c'est la formation. Oui. Maintenant, si le problème de formation est résolu, il y a d'autres facteurs aussi, comme l'argent, l'investissement. Pour créer des emplois, il faut avoir un minimum, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Et avoir le capital, c'est-à-dire les fonds nécessaires pour commencer votre business. Et là, malheureusement, les jeunes sont défavorisés parce que la plupart des banques, presque toutes les banques, pour ne pas dire la plupart, presque toutes les banques exigent des garanties, ce qui est tout à fait normal. Et malheureusement, les jeunes n'ont pas ces garanties-là. Mais je crois que cela mérite d'être souligné. Il y a une bonne nouvelle parce que le gouvernement est en train de penser mettre en place un fonds de garantie qui permettrait aux jeunes qui sont dans les petites et moyennes entreprises de bénéficier de prêts bancaires qui seraient en quelque sorte garantis par l'État. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Bonsoir, Monsieur Mabiala. Monsieur Mabiala, nous tendons déjà vers la dernière ligne droite de nos échanges. Est-ce que nous ne pouvons pas dire qu'une grande partie de cette jeunesse est sacrifiée? Parce que sans emploi, sans formation de qualité, sans emploi, quel avenir? Comment s'en sortir? Comment aussi, eux, demain, peuvent devenir des parents responsables, comme furent leurs parents à eux-mêmes? Alors, je ne dirais pas que la jeunesse est sacrifiée, mais c'est vrai, nous devons faire un effort pour redresser la situation. Et ce n'est pas trop tard. Nous devons faire un effort pour redresser la situation en commençant par la fondation, c'est-à-dire la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire et l'université. Il y a un ensemble de conditions qui doivent être remplies. Et ces premières conditions, c'est s'assurer que ceux qui encadrent nos enfants soient bien formés, ont les qualifications requises, mais aussi nous devons investir dans la qualité de l'éducation et de la formation. Par exemple, c'est inacceptable que vous ayez dans une salle de classe, les maîtres n'ont même pas de quoi enseigner, ce qu'on appelle de quoi... matériel didactique. Matériel didactique. Donc ça, c'est le minimum nécessaire qui font que qu'on puisse atteindre de bons résultats en termes de qualité de l'éducation et de la formation. Et ça, c'est un investissement important à faire. Et quel que soit le gouvernement que nous aurons dans les 5-10 prochaines années, on ne peut pas ne pas
investir dans la qualité de l'éducation et de la formation. Monsieur Mabiala, une question directe. Ouais. Ça, vraiment, j'ai gardé ça vraiment pour la fin. Ouais. Vous avez observé que à chaque fois les ministres partent, ils ont une durée de vie au sein des ministères ou de leur cabinet de 2 à 3 ans. Est-ce que la politique de la formation des jeunes devrait être un plan à long terme entre les mains des secrétariats généraux de la formation, de toutes les formations professionnelles, ainsi de suite, ou bien rester entre les mains des ministres? Parce que les ministres sont des institutions qui passent, mais les secrétariats généraux, eux, restent. Est-ce que vous, en tant qu'expert, faudrait-il une politique à court terme, à chaque fois qu'un ministre arrive avec une vision, ou bien que ce soit une vision à long terme dont les autres vont bénéficier? Je pars, mais les autres vont continuer, vont achever ce que j'ai commencé. Ou sinon, nous serons toujours dans cette politique d'éternel recommencement. Alors, ma réponse va peut-être vous surprendre. C'est que moi, j'invite les jeunes à faire pression sur les hommes politiques, toutes tendances confondues, pour que les hommes politiques se mettent ensemble et définissent un plan consensuel d'intervention en faveur des jeunes. De telle manière que, quels que soient les gouvernements qui vont se succéder, ces plans soient mis en œuvre. Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, ça doit être un processus continu. Les questions, les problèmes liés les problèmes des jeunes sont complexes. Il y a plusieurs interventions qui doivent être menées simultanément par différents ministères. Et donc, il faudrait peut-être commencer par là. Par exemple, convoquer des états généraux sur l'emploi des jeunes qui permettraient à tous les ministères concernés, mais aussi qui permettrait de réunir autour de la table toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques, les secteurs privés, les organisations des jeunes, les universités, les centres de formation, etc. De telle manière qu'on examine l'ensemble d'obstacles qui empêchent ou qui constituent des freins à l'emploi des jeunes, qu'on identifie les solutions et qu'on arrive à un plan quinquennal ou décennal d'intervention en faveur des jeunes que tout le monde va adopter et approuver. De telle manière que si le gouvernement actuel tombe dans 2 ans ou dans 3 ans, le prochain gouvernement va poursuivre sur la même lancée pour mettre en œuvre ce plan décennal qui aura été convenu. Et c'est cela. Et les jeunes doivent se mobiliser pour cela. On ne doit pas politiser la question des jeunes. Ils doivent travailler ensemble pour obtenir cet engagement de la part des hommes politiques, des femmes politiques, pour qu'ils se mettent d'accord, pour qu'il y ait un consensus sur un plan décennal en faveur des jeunes. Est-ce que assurer la formation de jeunes, c'est programmer l'élite future qui défendra les intérêts du pays? Ou si oui, comment? Ben c'est clair que si vous assurez l'éducation et la formation des jeunes, vous préparez l'élite de demain. Comment? Ce sont les enfants qui sont à l'université aujourd'hui, qui ont 21 ans, 22 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sont ceux-là qui deviendront ministres demain, qui deviendront PDG demain, qui deviendront secrétaires généraux demain, qui seront à des postes de responsabilité. Donc notre devoir, nous, ma génération, parce que nous sommes au pouvoir, c'est de nous assurer que ces jeunes ont les compétences qu'il faut pour prendre la relève.
notre devoir, c'est de nous assurer aussi que nous les faisons participer à la planification de leur vie future, parce que nous ne serons plus là. Il faut déjà que dès maintenant, ces jeunes sachent de quoi sera fait demain. Mais déjà dans ce gouvernement, on a intégré les jeunes, même voir ceux qui ont à peu près 30 ans, 25 ans. Mais c'est une bonne chose, mais je ne parle pas seulement d'une ou deux personnes au gouvernement, ce n'est pas cela. Okay. Je parle d'une perspective plus globale où les jeunes à tous les niveaux sont initiés à la gestion de la cité, comme on dit. C'est comme la vision pour l'Union africaine. C'est l'Afrique que nous voulons en 2063. C'est la même chose. En tant que jeunes, dans quel pays voudrions vivre en 2050? Vous voyez, c'est cette question que les jeunes doivent se poser. Et maintenant, nous les adultes, nous devons les aider à se poser cette question et les aider à avoir le moyen nécessaire pour assumer ces responsabilités en 2050. C'est cela, oui. Monsieur Mabiala, ouais. Pensez-vous que dans notre constitution, on doit mettre la jeunesse, la formation de la jeunesse comme étant une priorité, que tous les gouvernements qui viendront sachent que c'est parmi les priorités pour défendre les intérêts de la nation? Mais je pense que c'est déjà une priorité, mais ce qui peut-être gêne ou ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Comment traduire cela dans les faits? Ouais, comme je l'expliquais, c'est des questions complexes, donc il faut examiner toutes les questions parce qu'il y a plusieurs composantes et arriver à mettre tout le monde autour de la table, définir une vision et un plan d'action, quelque chose de concret que tout le monde doit suivre et respecter, et ainsi de suite. Parce que ça ne sert à rien de commencer, par exemple, supposons que nous commençons à transformer les humanités, les écoles secondaires, humanités littéraires, et nous décidons de les transformer en écoles professionnelles et techniques. Mais si nous commençons, on doit poursuivre, parce qu'on ne peut pas changer les programmes scolaires chaque année. Ça change tout le temps. Non, ça ne change pas tout le temps. Non, ça change pas tout le temps. Les programmes... la vision. Oui, bon, d'accord. Mais l'exemple que je donne, c'est que si nous commençons un processus, nous devons le poursuivre, ce processus, quels que soient les changements qui vont intervenir au niveau politique. C'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Et c'est pourquoi c'est très important de bâtir un consensus autour de qu'est-ce que nous voyons, comment voyons-nous les jeunes. Par exemple, à l'heure actuelle, mais on ne se rend pas compte que d'ici 2030 et 2050, la population va doubler. En 2050, la population va presque doubler. Ça signifie, oui, mais la population va presque doubler, c'est-à-dire déjà penser à la construction des écoles au niveau primaire et secondaire, mais aussi penser à la construction des universités. Et le problème que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est parce que nous n'avons pas été prévoyants. Depuis 1960 que nous sommes indépendants, combien d'universités avons-nous construit? Combien d'instituts supérieurs techniques et professionnels avons-nous construit? Mais c'est parce qu'on n'en a pas construit assez par rapport à l'évolution de la population, par rapport à la croissance démographique, parce qu'on n'en a pas construit assez que nous avons ces problèmes de jeunes qui terminent avec une formation purement théorique. Vous voyez, ils terminent une formation théorique et il y en a qui n'arrivent pas à trouver de la place à l'université parce que les places sont limitées. L'université ne peut accueillir qu'un nombre très limité de jeunes. L'année dernière, il y a eu 800 000 candidats aux examens d'État. Mais quelle est la capacité d'accueil de tous nos premiers gradiats? Nous avons à peu près 600 universités et instituts supérieurs en RDC. Mais si vous mettez ces 600 universités et instituts supérieurs, ils ne peuvent même pas, tous ces instituts supérieurs et universités réunis en premier gradia, ne peuvent même pas accueillir 400 000 étudiants. Et il y a eu 800 000 aux examens d'État. Alors, est-ce qu'on se pose la question, les autres, ces jeunes-là qui n'auront pas la chance d'aller à l'université, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et chaque année, ça va être comme ça et ça va continuer d'augmenter. Monsieur Mabiala Maoumba, c'est déjà la fin de nos échanges.
très intéressant et quelquefois qui révolte parce qu'on se remet en question, on se pose des questions existentielles. Où allons-nous? Que deviendrons-nous? Et surtout quand un jeune ne sait pas répondre à ses besoins, quelles sont les solutions alternatives pour pouvoir réaliser ses besoins? Soit il s'élance dans une mauvaise voie, Kuluna, ainsi de suite, banditisme, tandis qu'avec un emploi décent, on peut calmer les ardeurs et être utile pour la société. Alors vous parlez de Kuluna. La meilleure façon de prévenir les phénomènes de Kuluna, c'est en amont de s'assurer que les jeunes ont des compétences professionnelles. Je parle des compétences professionnelles. Un jeune, quel qu'il soit, quel que soit l'endroit où il vit, qui sait faire quelque chose, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la mécanique, peu importe où, mais il a des compétences professionnelles. Parce que s'il sait faire quelque chose, il va se débrouiller, il n'ira pas dans le coin parce qu'il va gagner de l'argent. Ouais. Et ça, c'est l'un des grands problèmes de notre système éducatif. Nous avons été habitués au savoir au détriment du savoir-faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la connaissance sans compétence. Voilà. Un dernier mot pour mettre un terme à nos échanges de ce soir. Alors, je dirais que les jeunes, c'est la force vive de la nation. C'est notre plus grande richesse. Parce que c'est ceux qui vont bâtir ces pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais ils sont fragiles également. Parce que sans compétences, sans formation appropriée, ils ne peuvent pas faire émerger leur potentiel. Et c'est notre responsabilité d'aider ces jeunes à faire émerger tous les potentiels qu'ils ont en eux. Un grand merci, Monsieur Mabiala Maoumba. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous dans votre magazine Monsieur Mabiala Maoumba, spécialiste en éducation et communication pour le changement social et comportement, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie. Il est actuellement gérant d'un cabinet conseil spécialisé dans la communication, santé et développement, en sigle CSD Consulting. Monsieur Mabiala, un grand merci. Merci à vous.